Algériens par la police française, gangrénée à l'époque par le racisme, la ségrégation, la haine portée par des personnages sombres et sinistres à l'image de Maurice Papon, préfet à l'époque de police de Paris. 64 ans après, nous gardons en mémoire les images choquantes, bouleversantes du drame vécu par des milliers d'Algériens sortis, bien sûr, manifester pacifiquement pour réclamer l'indépendance et la liberté, bien sûr, de l'Algérie. Ces manifestants vont connaître l'assassinat de centaines d'Algériens qui vont tomber en martyrs, vont être jetés dans la Seine, et puis l'arrestation, l'enlèvement de milliers d'Algériens qui vont être parqués dans des centres où ils vont être torturés. Voilà un autre crime colonial, un massacre colonial. Bienvenue à vous encore une fois. Cette émission est dédiée à tous les martyrs du 17 octobre 1961. Des images, bien sûr, qu'on a sorties du documentaire engagé du comité Maurice Audin pour la liberté et la vérité, avec son réalisateur Jacques Panigel qui a immortalisé ces images en plein cœur de Paris, bien sûr, où des Algériens se faisaient massacrer en silence, hein, c'est-à-dire avec bien sûr le silence de toute la classe journalistique et toute la presse et tous les témoins qui ont vu ces milliers d'Algériens tabassés, bâillonnés et enlevés et même jetés dans la Seine et qui n'ont rien dit. Bien sûr, on va tenter de parler de cet épisode dramatique, bouleversant encore une fois, qui a marqué l'histoire de la colonisation française en Algérie, avec nos invités, bien évidemment, ceux qui m'accompagnent depuis déjà une saison et nous entamons une nouvelle saison, j'espère, pour éclairer encore nos téléspectateurs sur cette grande histoire du peuple algérien. Avec moi, bien sûr, celle qui aime transmettre l'histoire, Maître Fatem Zahra Benbrahim, avocate spécialisée en droit de l'histoire. Bienvenue à vous, merci. Merci d'être venu, merci d'accepter à chaque fois notre invitation. En face de vous, notre spécialiste maison, le journaliste et l'universitaire Hassan Arab. Vous animez les dossiers de la mémoire, toujours sur Canal Algérie. Vous recevez bien sûr des témoins de l'histoire. Et cette fois-ci, on va parler bien sûr avec vous sur le 17 octobre. Mais avant peut-être de commencer l'émission, il faut juste souligner que nous aurons Ali Fatah Ayadi en deuxième partie de l'émission, hein, c'est-à-dire dans quelques minutes. Ali Fatah Ayadi, il faut savoir que c'est un réalisateur documentariste qui a pu travailler sur le 17 octobre. Il a pu interviewer des témoins et il a pu les approcher. Et puis il a fait un hommage, vibrant hommage à Fatima Bédar, cette collégienne à peine, je crois, 12-13 ans, a été
14 ans, voilà, a été bien sûr assassiné par la police française lors des manifestations pacifiques d'Algériens dans la capitale Paris, encore une fois, pour réclamer l'indépendance et la liberté de notre pays. Mais pour comprendre justement le contexte historique de l'époque, il faut comprendre l'histoire de ces Algériens. Comment ils sont arrivés en France? Pourquoi ils sont arrivés en France? L'histoire de l'immigration, on va la suivre tout de suite et puis on reviendra avec nos invités pour plus d'éclairage. Mesdames et messieurs, pour cette soirée théma qui va être suivie par un film engagé qui a été réalisé par Michel Drac, un autre militant pour l'indépendance de notre pays, pour bien sûr la liberté du peuple algérien, avec le film Élise ou la vraie vie. Bien sûr, c'est un film qui est une adaptation d'un roman qui a dénoncé justement le racisme et la ségrégation en France contre les Algériens, qui porte le même titre de l'écrivaine Claire Etcherelli. C'est une histoire réelle, vraie, c'est un roman autobiographique et je me fais le plaisir d'accueillir Ali Fatah Ayadi qui nous a rejoint. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Ali Fatah Ayadi, vous venez de voir avec nous ces images qui retracent un petit peu le parcours de ces Algériens qui ont été contraints de partir, de sortir du pays pour aller en France. J'ai envie de poser la question à Hassan Arab. C'est comme ça que, bien évidemment, est venue cette immigration en France. L'histoire de l'immigration des Algériens en France, on ne peut la comprendre, notamment la violence qui sera exercée sur eux, si on ne prend pas en considération un acte des ministres de l'Intérieur. Ils sont toujours victimes des ministres de l'Intérieur. C'est-à-dire le fameux décret Crémieux et le code de l'indigénat par la suite, parce que c'est toujours lui qui va appuyer cette batterie de textes qui vont former ce qu'on appelle le code de l'indigénat, qui a fait de l'Algérien non pas un être humain, mais un être complètement animalisé, pour reprendre les termes de l'époque. Donc l'Algérien, à partir de 1871, sera mobilisé
gratuitement sur les champs de bataille, que ce soit en Crimée. On doit rappeler qu'il y a des Algériens qui ont, malgré eux, qui ont fait des guerres en Crimée, donc la guerre contre les Prussiens, également en 1871. Et puis, il y a la fameuse conscription obligatoire imposée à la veille de la Première Guerre mondiale. C'est vrai que vous l'avez souligné dans le documentaire, il y avait donc une réticence, il y avait une révolte, un rejet de la part des Algériens, notamment les parents, c'est le cas Abni Chougaran, vous l'avez souligné, mais il y avait une révolte en 1916 dans les Aurès, une révolte très très importante pour justement dénoncer ce code injuste. Parce que les Algériens qui ont été mobilisés dans le cadre de cette conscription obligatoire... On est considéré comme chair à canon. Chair à canon. Pire encore, c'est que le service militaire imposé aux Algériens avait une période pratiquement double, voire triple de celle des Blancs, des petits Blancs, c'est-à-dire ce que l'extrême droite appelle aujourd'hui les Français de souche. Donc les Algériens étaient mobilisables, étaient mis dans des conditions vraiment de chair à canon pendant la Première Guerre mondiale. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y avait beaucoup d'Algériens qui vont laisser leur vie dans les tranchées, mais ceux qui ont eu la vie sauve seront certains reconduits en Algérie, mais il y a une bonne partie qui va chercher donc du travail, parce qu'il y avait des chantiers énormes, et c'était les Algériens qui étaient mobilisés avec beaucoup d'autres Africains, il faut le souligner, c'est-à-dire qu'ils sont venus des colonies pour reconstruire les villes françaises détruites pendant la guerre, mais à quel prix? C'était pratiquement pour des bouchées de pain. Et le phénomène de l'immigration va connaître véritablement une certaine expansion lors de ce qu'on appelle la crise de 29-30, c'est-à-dire le crash. Là, il va y avoir beaucoup d'Algériens qui vont en France, non pas par plaisir, c'est pour chercher du travail que la France cherchait également. Et puis, il va y avoir, juste après la crise, la Deuxième Guerre mondiale, les Algériens seront également mobilisés en masse pour libérer la France du joug nazi. Et après la Deuxième Guerre mondiale, ce sera la même chose. C'est les Algériens, ce qu'on appelle les 30 glorieuses, étaient pratiquement marquées par la mobilisation des Algériens au niveau de tous les chantiers français, au niveau notamment des mines. C'est pourquoi on retrouve les Algériens dans les principales villes, soit industrielles, soit minières. C'est-à-dire, vous avez le nord de la France, Paris, Marseille, Lyon et Saint-Étienne, pour un petit peu vous donner une image géographique de la présence des Algériens qui sont originaires soit de Kabylie, des Aurès, de la région de Sétif notamment, qui étaient là-bas exploités sans aucune... Juste, allez-y, monsieur. Pour étayer oui. ce que dit Hassan, je vais vous donner un chiffre. 173 000 Algériens ont été mobilisés. 26 000 exactement, le chiffre exact, c'est 26 000 d'entre eux Vont y laisser leur vie. ne sont jamais revenus chez eux. Et en plus des Algériens qui ont été mobilisés, d'autres Algériens ont été amenés en France pour remplacer les gens dès la Première Guerre mondiale, hein, Oui. 14-18, pour remplacer les Français, ou les Français, disons généralement, qui sont partis à la guerre. Donc l'immigration, ils étaient 5 000 au départ. Et après, bien sûr, il y a eu... bon, la main-d'œuvre, la France avait besoin de se reconstruire. Ils ont fait appel à qui? Ils ont fait appel aux Algériens. Ah. Les Algériens, l'Algérie que la France considérait comme étant française. Donc, à partir de 1848, il y a eu, c'est-à-dire un décret qui fait de l'Algérie
des 3 départements qu'ils ont nommés français. Oui. Voilà. Il y a une C'est séquence, peut-être, Madame Fatou Zahra mais une séquence très très importante, celle du 8 mai 1945, hein, il ne faut pas l'oublier, parce que là, c'est l'apogée, j'allais dire, de la violence coloniale contre les Algériens, plus de 45 000 morts. Cette tragédie va aussi engendrer des départs, Maître Fatou Zahra Brahim. C'est un phénomène qu'on a observé massivement, parce que vous qui animez des conférences chaque année, hein, au Forum d'El Moudjahid, quand il y a cette date du 17 octobre, pour rappeler l'histoire aussi de ces Algériens qui ont eu pratiquement la double peine, c'est-à-dire ce sont des Algériens privés de leur pays, privés de leur famille, privés de leur terre, mais en étant en France, ils étaient aussi, comme disait Hassan, malmenés, sous-payés, parce qu'ils étaient considérés comme des esclaves. Et en fin de compte, avec ce qui s'est passé le 17 octobre, on leur enlève encore le droit de circuler après le travail. C'est un peu ça. On est dans un... permettez-moi, excusez-moi la lenteur, mais on est dans une violence systémique qui ne quitte pas les Algériens d'un iota, hein, depuis 1830. On s'acharne contre eux. Vous avez employé 3 mots qui sont en fait 3 bombes politiques. L'Algérien ne veut pas quitter son pays. L'Algérien veut vivre chez lui. L'Algérien a été forcé de quitter son pays. Et c'est là la triste vérité. Oui. Comme disait notre ami arabe, et il a tout à fait raison, la France était détruite. Mais en même temps, nous assistons à une révolution industrielle qui va naître dans d'autres pays. Oui. Donc, qui va faire face à ce boom? Eh bien, ils vont chercher la main-d'œuvre là où elle se trouve, et comme disait M. Ayadi, là où, je ne dirais pas qu'elle coûte, là où elle n'avait pas de prix aux yeux des Français. Aujourd'hui, le Français dit, oui, je suis en France, je suis chez moi, vous voyez mon pays. Mais je voudrais lui poser la question, qui vous a construit la France? Qui vous a construit vos usines? Qui a fait marcher l'économie automobile en France? C'est bien les Algériens. Vous les avez poussés, vous les avez cueillis, vous les avez arrachés à leur terre, à leur famille, pour que vos familles puissent vivre unies. Vous avez désuni les nôtres. Et c'est ça la triste vérité. Et 17 octobre en est un exemple extraordinaire. Voyez le nombre d'Algériens. 400 000 disent-ils. 300 000 peut-être. Je ne sais pas. Disons c'est entre 300 000 et 400 000. 200 000. Ils disent entre 300 000 et 400 000. Donc on leur laisse cette fourchette. Mais ce qui est extraordinaire, combien de familles? Les familles n'étaient pas très nombreuses. Il y avait surtout des hommes célibataires qui partaient pour travailler, pour gagner un peu d'argent, pour les envoyer à leur famille. Ils avaient des conditions exécrables de vie. Ils vivaient dans une chambre où le lit était relié, c'est-à-dire il fallait que l'un se lève pour que l'autre dorme. Ils vivaient dans des conditions bestiales. Et l'Algérien ne supporte pas ça. Parce qu'il est en France, il voit ce Français qui vient se pavaner grâce à sa sueur et à son sang, et lui n'a pas le droit de manger à sa faim. Donc il y a eu un éveil avec la Fédération de France, etc., qui a fait que l'Algérien a pris conscience. Il sait qu'il y a un peuple algérien en Algérie qui défend l'Algérie et que sa mission à lui est justement de défendre l'Algérie sur le territoire français. Et voilà la situation des Algériens. En effet, alors qu'ils construisaient pour les autres, ils vivaient dans des baraquements, Nanterre, etc. Et quand on voit le 17 octobre, on les voit sortir de Nanterre, d'un petit peu partout, mais pas dans des bâtiments, mais ils sont sortis. Ils sont sortis, ils étaient tous beaux, bien habillés, et propres. Très propres. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'avoir fait 2 documentaires sur le 17 octobre 61. Et j'ai rencontré des gens extraordinaires, qui vivent encore maintenant et qui ont vécu. 1961, c'était hier.
C'était juste, Juste avant les accords d'Évian, nous étions en pleine discussion. Bien qu'à cette période, il y a eu un petit... Et d'ailleurs, Canal Algérie, il y a passé un documentaire que j'ai fait sur... bon, j'ai fait la 7e wilaya, j'ai fait... Et puis, j'ai été, je dirais, subjugué par l'histoire d'une jeune fille de 14 ans. Alors que ces gens-là, c'est-à-dire... les gens de son âge, les fillettes jouaient à la marraine. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est sortie. Elle est sortie, elle a Sans été... dire à ses parents, cartable sur le dos. Tout à fait. Et d'ailleurs, on l'a reconnue grâce au cartable. Grâce au cartable. Fatima Beddar, et d'ailleurs, je salue... enfin... Mohamed Rafir. Non, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Il faut le dire. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître, et on l'a ramenée, et on l'a enterrée chez elle. Et c'est comme ça que sa famille... Selon le vœu de son père. Qui a toujours demandé à ce que sa fille... Alors son père, tu parlais tout à l'heure, Amir, de la Deuxième Guerre mondiale. Il a défendu la France. C'était un soldat algérien mobilisé et il a sauvé des... Et, tout comme beaucoup d'Algériens. Exactement. Et voilà quel est le... On jette Fatima Beddar dans la Seine. Et on y reviendra, parce qu'il y a un hommage qui sera consacré ce soir, mesdames et messieurs, à Fatima Beddar au sein de cette émission, bien sûr avec votre présence, Monsieur Ali Fatah Hayadi. Tout à l'heure, j'allais dire à Maître Khatem Zahab Brahim que vous avez fait une très très belle transition pour le sujet à venir, parce qu'on reste sur la chronologie. C'est important que nos téléspectateurs comprennent un petit peu comment ça s'est déroulé, cette période-là, ou cette histoire qui a mené justement des Algériens à sortir manifester en plein cœur de la capitale française, Paris. Tout à l'heure, on parlait de promiscuité, de conditions inhumaines, au niveau de ces bidonvilles qu'on a tous vus dans des images d'archives portées encore une fois par des cinéastes de la liberté, par des personnes engagées, par des photographes comme Ili Kagan, on en parlera tout à l'heure. Mais il y a eu aussi cette prise de conscience des Algériens, et puis l'organisation. Il faut revenir aussi au FLN, là, le Front de Libération Nationale, qui vient bien évidemment régler les problèmes de cette communauté pour dire que nous menons un combat à l'intérieur du territoire algérien, mais nous avons une communauté qui est à l'étranger, qui souffre et qui est finalement qui est aussi liée que nous par cette révolution de novembre 1954. On regarde cet extrait et on revient juste après. En 1955, le Front de Libération Nationale est présent désormais dans la communauté immigrée en France, grâce au rapprochement des cellules, notamment dans le milieu travailliste. Dès 1958, la Fédération de France va porter le combat sur le territoire français. Le 25 août 1958, une série d'opérations militaires spectaculaires vont avoir lieu, telles que l'attaque du dépôt d'hydrocarbures de Mourpiane à Marseille. Suite à cela, les autorités françaises, et à leur tête le préfet de police Maurice Papon, vont prendre des mesures liberticides et répressives à l'égard de la communauté algérienne en France. Un couvre-feu va être instauré de 20h30 à 5h du matin, empêchant ainsi toutes les réunions et activités des militants issus de la classe ouvrière. J'ai connu vraiment la répression aveugle, chercher un seau d'eau. Juste au moment où j'ai commencé à remplir mon seau, une patrouille de police qui passe, c'était déjà le couvre-feu officieux. En 58, on n'avait pas le droit de sortir. Ils n'ont même pas demandé ni mes papiers de circuler la nuit. Ils ont commencé par me renverser le seau d'eau sur les pieds. J'habitais à 50 mètres, ils m'ont conduit à coups de pied au derrière en laissant mon seau à la fontaine. Il y en a un agent qui a chez moi, mais enfin il a passé sa tête et il a vu que c'était à peu près propre, en disant qu'on donnait des logements aux Algériens et qu'il y a des Français qui couchaient sur le pont. Et vraiment, ce jour-là, je suis resté 3 jours sans manger. Je buvais que des cigarettes tout en travaillant parce que je ne m'arrêtais pas les coups de pied que j'avais reçus ce jour-là. Alors j'ai juste allé chercher un seau d'eau. En Allemagne, le comité de la Fédération de France FLN va se réunir en urgence, composé de Omar Boudaoud, Abdelkrim Suissi, Qaddour Ladlani, Saïd Bouaziz et Ali Haroun vont prendre des décisions capitales. L'organisation du FLN qui
avait à l'époque entre 200 et 250 000 militants organisés et s'adressait surtout à l'époque à des ouvriers, des travailleurs immigrés. Et ces ouvriers ne pouvaient militer, ne pouvaient activer au sein du FLN qu'après les heures de travail. Les heures de travail, c'est-à-dire, disons, après 18h, de 18h à minuit, 1h, 2h du matin. Donc, si on ne condamnait pas, si l'on n'intervenait pas contre ce couvre-feu spécial, le FLN risquait à l'époque d'être totalement paralysé. Nous savons tous que cette réunion qu'on va faire, c'est en ce concernant notre manifestation qu'on va organiser demain. Maintenant, on va dire au revoir. Il y a un cours pareil. Nous ferons notre départ à 7h. Et j'ai une manifestation qu'on va produire. C'est à cause du couvre-feu et que le colonialisme est en train de faire, ainsi que les provocations par la police. Oui, alors on est de retour sur le plateau de l'émission Le Déshonneur. Hassan Arabe, on vient de voir bien sûr cet enchaînement rapide des événements, avec bien sûr cette réunion de la Fédération de France qui s'est réunie en Allemagne pour venir presque au secours de ces Algériens en France qui subissaient bien avant octobre des assassinats, des enlèvements, du racisme. Et puis on revient. Parce que oui. On doit dire que la communauté algérienne qui travaillait déjà à partir même des années 50 dans les usines essentiellement ouvrières était surveillée de très très près. On n'engageait pas les militants. Attention, il y a des gens qui sont partis d'ici, qui faisaient partie par exemple des cellules du MTLD. On leur interdisait tout simplement d'aller travailler dans des usines à Sochaux, ou bien à Paris. Donc, tous les ouvriers algériens étaient filés, pistés et surveillés de très très près. C'est pourquoi il va y avoir donc un plan à partir de 57. On ne va pas refaire l'histoire de la Fédération de France qui a commencé donc dès 1954. Le noyau donc bien avant. Hein. Ah oui, oui. Donc c'est la Fédération de France du MTLD qui a été, donc c'est sur les bases de cette fédération que la fédération du FLN en France va être mise en place autour de Guéras, Michati, Fodil Ben Salem. C'est des gens très très importants qui ont marqué donc l'histoire de cette fédération. Et puis il va y avoir un premier comité fédéral avec Salah Louinché. Ça n'a pas, donc il a été arrêté, le comité a été décimé. Il va y avoir un deuxième, donc c'est le Bjawi qui sera également décimé. C'est après le congrès de la Somme en 1956 qu'il va y avoir donc le comité fédéral à sa tête donc Boudaoud, qui va faire qui a été envoyé avec donc mandaté, mandaté donc Aïssani au sud. Il y aura une organisation au sens révolutionnaire, au sens large du terme, parce que le territoire français sera pratiquement quadrillé par le FLN. Il a été quadrillé donc région par région, département par département, et puis par secteur par secteur, quand il s'agit des villes comme Paris. Donc ce comité aura un ordre, en 1958, de lancer un second front. Mais au préalable, ils ont préparé ce qu'on appelle l'organisation spéciale. Et les groupes de choc qui ont été formés, entraînés dans des camps donc, du FLN pour faire face, ou bien pour prendre en charge ce deuxième front. Vous l'avez souligné dans le reportage, le 25 août 1958, c'est le début d'une offensive au sens spectaculaire. Et les ordres étaient précis parce qu'il fallait s'attaquer uniquement et essentiellement aux infrastructures économiques et ne pas s'attaquer aux civils. Et c'est comme ça que vous avez cité l'exemple de Mourpiane, mais aussi la cartoucherie de Vincennes qui a été ciblée.
Il y avait également, on s'est attaqué au chemin de fer, il y avait plusieurs actions. Et on a ciblé, parce qu'il y avait le comité Abdelkader Brouch, il est toujours en vie, on le salue. Son groupe de choc s'est attaqué à Soustel, donc dans son bureau. Donc il était plutôt. Pas dans son bureau, non. Lacoste. Donc, non, vous parliez de Soustel. Soustel. C'est un attentat raté, c'est raté, voilà. Mais par la suite, ils ont raté l'attentat. Ils sont allés jusqu'à son bureau, ils ont mis le feu dans le bureau. Ça, c'est Mohamed Ben Sadouk. Mohamed Ben Sadouk, oui. Voilà, qui a fait ça. Donc, pour vous dire un petit peu l'engagement de ces Algériens dans la discrétion la plus totale. Et au même moment... c'est un point très important, c'est-à-dire d'une part, on a l'organisation du FLN qui fait des opérations ciblées, c'est-à-dire on est complètement dans des opérations ciblées sans toucher aux civils pour faire valoir les droits des Algériens à leur liberté, à leur indépendance après une longue nuit coloniale. Et d'une autre part, on a une République française qui se targue à chaque fois de ses slogans universels, humanité, égalité, liberté, fraternité et tout le reste, qui se venge de la population civile algérienne. Et le pire, comme on l'a vu dans le documentaire de Ali Ayadi, on se venge des plus faibles, même les enfants, c'est-à-dire Fatima Bedar n'avait que 14 ans, Ali Ayadi. Tout à fait. Et pour comprendre justement, c'est-à-dire ce qu'on essaye de développer, c'est que cette colonisation n'a ramené que de la haine et du racisme et de la ségrégation et la haine de l'autre. Et c'est ça son ADN, j'allais dire. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que disait notre ami Hassan. Oui. Il faudrait rendre hommage à... Il a parlé de quadrillage. Il y a eu le quadrillage par la colonisation, par les services... et il y a eu le quadrillage du FLN. Le quadrillage du FLN, ils appellent ça quadrillage. Hein. Tout était structuré. Et c'est, il faut lui rendre hommage, c'est Qadour Ladlani. Qadour Ladlani qu'on appelait la mère organique, qui n'est pas connue. Omar Boudaoud, quand il est arrivé, il avait trouvé déjà une base, une structure. Bouaziz, envoyé par Abban Ramdan, qui a pris en charge, et on ne parle pas de lui du tout, Aït Mokhtar, qui était le second de Bouaziz. Aït Mokhtar, qui était en fait déjà là-bas, et c'est lui, bon, comment il s'appelle parmi celui-ci. Et c'est lui qui a donné les premières bases, les groupes de choc, qu'on appelait les groupes de choc. Et moi, j'ai eu le plaisir de rencontrer tous ces gens-là, de leur vivant. Et en plus de l'attaque, bon, de Soustel et tout, etc., il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est Mohamed Ben Sadouk qui tue Ali Shkel devant le président Koti. À côté. Oui. À côté. Bon, j'ai fait un travail avec lui et l'ordre était, on aurait pu assassiner le président de la France. Le Nécoté. Oui. Non, c'était le FLN dit, pas lui. Nous voulons Ali Shkel. Et donc Ali Shkel a été tué à la sortie du stade de Colombes par Mohamed Ben Sadouk. Et là, c'est tous les pays du monde qui ont applaudi. C'est-à-dire, le FLN n'est pas... Le FLN savait ce qu'il faisait. Ali Shkel, pourquoi Ali Shkel? Ali Shkel parce que il était député, responsable ici, et puis il était pour l'Algérie française. Et la France avait une réunion aux Nations Unies pour défendre l'Algérie française. Et Ali Shkel, on était, pour preuve, c'est un Algérien et tout. Intégré. Voilà. Donc le FLN a décidé de l'abattre. Et Mohamed Ben Sadouk l'a fait devant tout le monde. Il était à côté du président Koti. Et beaucoup de gens, c'est-à-dire quand je dis beaucoup de gens, mais des présidents de pays connus,
qui ont écrit au FNL pour leur dire nous vous saluons. Vous menez une lutte juste. Nous sommes avec vous. Voilà, les événements vont s'accélérer, Maître Fatem Zahra Ben Brahim, notamment à partir de l'année 60. On parle de décembre 60 en Algérie, quand bien sûr le peuple algérien s'est fait entendre jusqu'à Manhattan, et puis il y a cette fameuse grande résolution qui va permettre aux peuples opprimés et à ces peuples colonisés d'avoir leur autodétermination. C'est une immense réussite pour le peuple algérien et pour le Front de Libération Nationale et pour l'armée de libération nationale. Et le GPRA. Bien sûr, et le GPRA, c'est normal. Et ça va vraiment, mais vraiment rendre ces personnes, encore une fois, marquées par cette tendance radicale qui déteste les Algériens, les musulmans. Vous savez de qui je parle, en tout cas. Je parle de ces hommes et femmes de droite qui sont très très clairs dans leurs propos, encore une fois racistes, des propos qui viennent de l'apartheid, et ils vont s'acharner sur les Algériens, avec bien sûr, encore une fois, faire appel à une batterie de lois, comme ils ont fait pendant, bien sûr, l'invasion de l'Algérie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ces notes, par rapport à ces décisions qui privent les Algériens de leurs droits? La décision a été prise par Papon le 5 octobre. Il savait qu'il y avait un bouillonnement dans la population algérienne de France. Oui. Et le schéma qui a été adapté au 17 octobre, c'est en fait le schéma qui avait été adapté en Algérie. Le système de quadrillage, avec le quadrillage de la Casbah d'Alger, avec tout le reste, ce sont des schémas qui sont reproduits en France. Et effectivement, le 11 décembre 60, a été le maître du 17 octobre 61. Pourquoi le maître? Parce que c'est la population qui est sortie pour dire non à l'État français, oui à l'indépendance algérienne. Le 17 octobre, c'est le même schéma. C'est le peuple algérien en France qui sort pour dire nous sommes des Algériens, nous réclamons notre indépendance, sauf que la méthode n'a pas été la même. Alors, le 5 octobre, Papon prend la décision de produire un arrêté administratif, c'est un arrêté de faciès, comme on l'appelle, qui interdit aux Algériens de sortir après le couvre-feu. Essayons de nous poser la question, pourquoi Papon était tellement informé? Eh bien parce qu'il avait dilué dans la population algérienne 220 harkis qui avaient infiltré ces quartiers d'Algériens et qui écoutaient ce qui se disait et qui rapportaient au commissariat, etc., puisqu'il travaillait avec eux, il leur rapportait l'information de ce qui se passait, de ce qui se préparait dans les ghettos. On les appelle par leur nom, les ghettos algériens. Et donc, Papon, qui n'a pas agi seul, il faut bien se mettre en tête que Papon a informé le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, et De Gaulle était informé. Donc, ce 17 octobre a été, effectivement, la date a été arrêtée par le FLN, mais avec des consignes très strictes. Sortez dans vos habits les plus beaux, mettez vos enfants dans les poussettes, ne prenez ça c'est le lendemain, c'est le aucune... 18, les femmes. D'accord, mais disons, ça c'était déjà préparé. Oui, bien sûr, sortez sans aucune arme, sans aucun canif, et ce qui m'a toujours plu, même pas une épingle à nourrice. Même pas une épingle à nourrice. Et la consigne, la consigne a été respectée totalement, et les gens sont sortis en tenue endimanchée
pour braver le couvre-feu. Tout simplement. Sans armes, sans violence. Quelle a été la réplique de la France? C'était le massacre. Mais posons-nous encore une autre question. Oui. Comment se fait-il que la journée du 17 octobre, il y avait des centaines de bus, il y avait des dizaines et des dizaines de cars de policiers et de CRS qui étaient armés jusqu'aux dents et qui attendaient cette manifestation pacifique? Il faut la préciser. Parce que quand on parle de manifestation, on a l'impression qu'il y a du bruit, etc. Non, c'est une manifestation pacifique. Donc il y a eu préméditation. Bien sûr qu'il y a eu préméditation. Il y a eu accord. Il y a eu accord. Papon n'a pas agi seul. Et d'ailleurs, on va faire un saut dans le temps pour aller à son procès de 98. Qu'a-t-il dit? Il a été poursuivi pour crime contre l'humanité. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne suis pas le seul responsable. Et quelle a été la décision? Une décision que les gens ne lisent pas, ne vont pas fouiller. Eh bien, ça a été, vous êtes responsable de crimes, de complicité de crimes contre l'humanité. Vous vous rendez compte? De complicité de crimes contre l'humanité. En droit, lorsqu'on parle d'un crime, c'est un crime qui est commis personnellement par une personne qui a engagé sa responsabilité, qui va être punie. Mais lorsqu'on le punit pour complicité de crimes contre l'humanité... C'est qu'il y a eu association de malfaiteurs. Non, 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 non. Qui est le criminel? C'est l'État. Et c'est pour ça que nous travaillons jusqu'à présent sur la notion de crime d'État. C'est l'État français qui est criminel et lui est complice, il est exécutant. Revenons un petit peu à ce qui s'est passé. Donc, lorsque le massacre a eu lieu, on a dit qu'on avait le côté policier, CRS, etc., très bien armé. Eh bien, toutes les formes de crimes ont été utilisées. Et je voudrais parler de quelques crimes dont on parle très peu. C'est tous ces Algériens qui ont été retrouvés au bois de Vincennes, étranglés, accrochés à des arbres. Oui. Tous ces Algériens qui ont été retrouvés morts et tous ces charniers de fortune qu'ils ont fait. Et on va plus loin. On va parler de ces hélicoptères qui ont transporté et les jeter par-dessus par-dessus la mer. Ils faisaient... on appelle ça les crevettes de Bijar. Non, ça les crevettes Bijar. Ça s'est passé en ici. 1957 avec Bijar, justement. Mais Ali Fatah Ayadi confirme ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est les mêmes méthodes qu'on appliquait en Algérie et qu'on les avait importées. On parlait de la méthode qui était utilisée ici, qui a été utilisée en France. Voilà encore un autre exemple, n'est-ce pas? Cela, on n'en parle pas. Cela, personne n'en parle. Et on ne peut pas encore les prouver. Parce que lorsqu'ils les ont pris dans le centre de sport de Versailles et un peu ailleurs, n'est-ce pas? La première des choses qu'ils faisaient après la bastonnade qu'ils recevaient dans ce qu'ils appelaient la haie d'accueil, on leur enlevait leurs papiers. Eh bien, c'est dommage, je n'ai pas eu l'occasion de ramener les documents que j'ai pris sur les registres, on vous dira, on ne dit pas algérien, on dit mort, tel jour, n'est-ce pas? Mais à côté, on met X, pour qu'ils ne soient pas identifiés. Certains ont été identifiés. Donc, ils ont trouvé les photos d'identité, ils les ont portées au centre médico-légal, et là, le médecin légiste les a retrouvés. Mais les autres sont sans identité, ce qui nous rend très difficile de faire la véritable comptabilité des morts de cette période. Et on a juste pour apporter de l'eau au moulin de Madame Ben Braham, ça n'était pas pour le 17 octobre, ça n'était pas on avait pris des Algériens. Les ordres étaient, comme pour le 1er mai à Alger, sortez, mais avec votre carte d'identité. Oui, mais c'est pour ça qu'ils leur ont enlevé les cartes d'identité. Voilà. Ils ont brûlé les cartes d'identité. D'autre part, les gens arrêtés le 17 octobre, il y en a beaucoup parmi eux qui ont été jetés à la mer, Tout à fait. qui ont disparu. Tout à fait.
complètement disparu. On ne les trouve pas en Algérie, on ne les trouve pas en France. Oui. Donc, il y a de leur famille. Et il faut rendre hommage aussi au travail extraordinaire qu'a fait Jean-Luc Einaudi. Ah oui, bien sûr. On ne peut pas Sur ignorer ça. Jean-Luc Einaudi. On va y revenir, justement. Ouais. Et donc, avec Einaudi, on a su qu'il y avait des Algériens qui ne sont pas arrivés en Algérie et qui ne sont plus en France. Oui. Et Einaudi a comptabilisé en allant voir les familles. Je l'ai invité moi-même dans mes documentaires, mais je l'ai aussi invité à un colloque qu'on a organisé avec l'université de Sétif, à Sétif. Oui. Et il a fait une conférence sur cette base-là. Et on a des images, Pardon, bien sûr, je parce voudrais juste ajouter qu'on juste doit un petit avancer. quelque chose à ce sujet-là. Oui. La notion de disparu, de la disparition forcée, a commencé à cette période. Et aujourd'hui, la disparition forcée est un autre crime que nous sommes en train de découvrir, donc à travers les recherches avec nos confrères français, par exemple, le Récipouti, Oui. qui en parle aussi. Oui. C'est ça. Et nous allons Mais voir récemment, mais le Oui, premier oui, qui c'est en ça. a parlé. Si vous c'est- permettez, nous allons voir ces images justement. Il y a où on a pu bien évidemment mettre en avant, en exergue les photos de Élie Kagan qui ont été dénonciatrices à l'ombre de ce silence assourdissant qu'avait connu la capitale Paris durant cette nuit de massacre. La capitale la plus médiatisée n'avait rien vu, mesdames et messieurs. On regarde. Il faut dire aussi que Oui, allez-y. il faut dire qu'Élie Kagan a jeté Oui, son beaucoup de appareil, ses... à la mer. De la ces mer. pellicules Oui. parce que Oui. ben Est-ce oui, qu'il parce se qu'il fait Donc, on a- rattraper il y a quelques photos de lui, il est extraordinaire. Et il le dit. Il le Il dit. le dit, C'était s'il vous obligé. plaît, on y va avec les images. On peut dire que le 17 octobre en France a été un peu le pendant des événements de décembre 60 en Algérie. Je crois que aussi bien la gauche française que les autorités françaises, que même la presse internationale présente à Paris, a vu d'une part la férocité de la répression qui s'abattait sur les Algériens et d'un autre côté leur détermination absolue à suivre les consignes de leur gouvernement provisoire en vue d'arriver à l'indépendance et à la liberté de l'Algérie. L'expression pacifique des manifestants algériens s'est traduite par des slogans en soutien au FLN et qui réclament l'indépendance en Algérie. Les Algériens ont mis leurs plus beaux habits et sont sortis en famille dans les rues de la capitale française, où la police fasciste de Maurice Papon leur a tendu un piège et même prévu des centres de rétention, là où des policiers racistes vont s'adonner à la torture et à des méthodes barbares et sauvages. Malgré l'omerta et l'étouffement des médias, ce crime d'État a été dévoilé par des journalistes courageux comme Élie Kagan, qui avait mis à nu la sanglante répression, ces tueries, ce massacre à ciel ouvert, perpétré au cœur de la capitale Paris. Au bout de ces matraques, il y avait des cordelettes. Et on passait la cordelette autour du cou des personnes. Moi, personnellement, on me l'a passé, mais j'ai eu le réflexe de baisser le menton. Ça m'a pris au menton, là. Et puis, on utilisait le système de garrot. J'ai vu des personnes perdre connaissance, les yeux exorbités, puis perdre connaissance à force de trembler. Hassan, on regarde ces images, ces photos finalement qui ont immortalisé cette nuit sombre grâce à... Ça traduit ce que Gémaus appelle le paroxysme de la violence d'État. Une violence, faut-il le rappeler, qui ne se limite pas à cette date du mois d'octobre. C'est une violence
qui a été exercée dès l'arrivée de Maurice Papon, de ce personnage tristement célèbre en France, en tant que préfet de police. Et Madame Benbrahim disait tout à l'heure qu'il a calqué, il a calqué exactement, mais il a pris des décisions très dangereuses. Il a mis en place cette force de police auxiliaire, donc composée essentiellement de Halki, haineux, qui ont été ramenés d'Algérie, attention. Donc, ils n'étaient pas en France. Il était préfet à Constantine, sous-préfet à Constantine. Donc, le bonhomme, il connaissait un petit peu toutes les contradictions, les rivalités entre l'UFLN et ceux qui ont décidé de soutenir la France dans sa lutte contre le Front de libération nationale. Donc, il ramène ces gens-là. Et à partir de 1958, donc dès son installation, il les ramène et puis on les envoie souvent dans les foyers, à la sortie d'usines, dans les petits hôtels où résidaient les Algériens pour les lyncher, pour les tuer tout simplement. Il y avait beaucoup de morts. Mais aussi, on faisait arrêter des Algériens. On les attendait dans leur chambre d'hôtel, on les arrête. Et rappelez-vous l'épisode de le commissariat, le sous-sol du commissariat de la Goutte d'Or à Paris, ont ramené il y avait des centaines d'Algériens qui ont été tués, et les torturés, même dans la cour de... et puis disparus. Non, ça, je parle, ces faits remontent donc à la période qui va de la fin de 1958 jusqu'au mois d'octobre 1961. Donc attention, Maurice Papon a tué des gens parce qu'on a brûlé même des Algériens vifs au niveau donc des bois de Vincennes. Les noyades, c'est-à-dire les Algériens qu'on a jetés dans la Seine, selon certains témoignages de la Fédération de France, on a commencé à le faire bien avant octobre 61. Pour vous dire que Maurice Papon, comment il calque? Il a calqué le plan de son maître Massu, donc c'est exactement comme ça qu'il a procédé. Dans son intention, ce n'était pas un dispositif de maintien de l'ordre, parce que il savait, comme il était informé effectivement, que les Algériens n'étaient pas sortis pour manifester. C'était, moi j'aime bien le terme utilisé par Sylvie Thénault, et je pense c'était pour la visibilité algérienne. C'est ça. C'est exactement ça. Ils n'ont pas décidé de sortir pour manifester parce qu'on leur a dit il faut aller sortir dans les grands boulevards. C'est ça le lieu de rencontre. Non pas pour une... Parce que les bastonnades ont commencé au niveau du pont de Neuilly. Donc les premiers groupes arrivent donc de Nanterre. La police a commencé donc à bastonner et puis on a massacré les gens dans les métros, dans les bus. Mais lui, il avait préparé un dispositif. Pour revenir au procès donc, de Papon. Je voudrais bien en parler aussi, très important. On doit dire non, une chose, il n'a pas été condamné pour les crimes commis contre les Algériens. Donc, non, crimes contre l'humanité, c'était les enfants de la Shoah. Voilà, c'est par rapport à l'affaire du... Mais Jean-Luc Hénaudi a été invité comme témoin et c'est là où il a eu cette chance extraordinaire. Mais il n'a jamais été condamné dans l'affaire du 17 octobre, jusqu'à présent. Tout à fait, tout à fait. C'est pour cela que j'ai appelé mon film « Un crime d'État perpétré et oublié ». Justement, mais c'est la question qui s'impose, Ali Fatah Hayadi, vous qui avez rencontré des personnalités, des témoins, ceux qui ont vécu ce triste épisode, ce drame qu'a vécu le peuple algérien en France. Comment expliquez-vous que dans une capitale comme Paris, qui est connue pour avoir beaucoup d'organes de presse à l'époque, on a de grands magazines, de grands quotidiens, il y a de la télévision, comment expliquez-vous que ce jour-là, cette nuit-là qui a connu, tout à l'heure Mme Benbrahim parlait de bus, de grandes salles de sport mobilisées pour accueillir des milliers d'Algériens, on parle de milliers, on ne parle pas d'une dizaine, mais de milliers, de centaines de morts, on parle même de 400 martyrs.
Comment expliquer cette omerta? Comment expliquer ce silence? Voilà, on dit rien, on voit rien, on n'écoute rien, on n'entend rien. L'histoire du 17 octobre est assez exceptionnelle, en fait. On a parlé de Papan, Hassan a parlé de Papan, tout à fait. Madame Benbrahim a parlé aussi de cette préméditation et de, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont mis en branle bien avant. Ils avaient, bon, on dit qu'ils ont su qu'il y avait le 17 octobre, qu'il y allait y avoir parce qu'ils ont trouvé un militant, ils ont arrêté un militant qui avait sur lui. Les militants, les chefs, pas les chefs, ils étaient à Cologne, ils étaient en Allemagne, mais les chefs de région, il y avait toute une structure. Hein. Et nous avons le témoignage de quelqu'un qui n'a pas voulu sortir de France pour rester avec ses éléments. Il s'appelle, il est encore en vie, Amr Lounis. Et il a vécu, lui, il a été bastonné, il a failli être jeté à la Seine, on l'a emmené dans le bus, il a encore des traces des sévices qu'il a subis, pardon, et il est encore en vie. C'est un monsieur qui raconte le 17 octobre de l'intérieur. Et même, il raconte aussi, en pleurant, il raconte l'indépendance, le jour de l'indépendance, où on est venu, la police est venue dans un bistrot tenu par des Algériens, et on a tué 2 de ses éléments. Ouais, le jour de la fête de l'indépendance. Et c'est lui qui a été lui-même emmené à l'hôpital, ces 2 militants qui sont décédés ce jour-là. Donc le 17 octobre, il y a eu aussi la presse. La presse, on n'en a pas parlé. La presse a dit 2 morts. C'est grave. C'est Papon qui a dit 2 Algériens et 1 Européen. C'est lui qui avait donné le chiffre. Il a donné le chiffre de 100. Non, Papon, il a dit 2, les PV, 2 Algériens et 1 Européen. Ça, c'est le chiffre officiel qu'il a donné, qu'on retrouve dans tous les procès-verbaux. Oui, mais dans la cour de la préfecture, il y avait des centaines qui avaient été tués. Il avait dit, rendant pour 1 Européen, pour 1 Français, 100 Algériens. Madame, messieurs, rapidement, parce que je dois, c'est l'heure de passer l'hommage à Fatima Beddar. Il faut qu'on lui rende hommage, Fatima Beddar, ce soir. Je sais que ce mois d'octobre sera consacré justement au 17 octobre. Donc et à son frère aussi qui vient de décéder. Oui. Enfin, je vais demander justement à nos amis de la régie, à Farid Bastanji, de nous passer l'hommage à Fatima Beddar, et on revient juste après pour bien sûr finir cette émission avec vous, Maître Fatima Beddar. Elle est algérienne, belle et souriante, la fille aux longues tresses noires. Brillante dans ses études, elle avait à 15 ans seulement un esprit responsable, consciente du combat du peuple algérien pour sa liberté et son indépendance. Elle s'appelle Fatima Beddar, noyée dans le fleuve de la Seine par la police française, la police fasciste de Maurice Papon, lors de la manifestation pacifique du 17 octobre 1961 à Paris. En 1951, le père de Fatima Beddar construit un baraquement dans le bidonville de Pleyel, à Saint-Denis, pour y installer sa famille, qui vient de Tichy, de Béjaïa. Ils vont y demeurer jusqu'à 1961. Le père de Fatima était un militant. Il faisait partie de ces Algériens établis en France qui ont soutenu la révolution algérienne. Il participait à des réunions clandestines où il emmenait avec lui sa fille Fatima. Malgré son jeune âge, Fatima est sensible aux discours prononcés par les militants du FLN. Elle veut participer à la manifestation du 17 octobre 1961. Mais sa mère s'y oppose et lui ordonne de rester à la maison pour garder son frère et ses sœurs, pendant l'absence de ses parents complètement engagés dans la manifestation.
Après le départ de ses parents, Fatima rejoint les manifestants algériens dans les rues de Paris. Il va y avoir un massacre. Fatima ne reviendra plus à la maison. Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard flottant sur la Seine. Et merci beaucoup Monsieur Ali Feth Hayedi, parce qu'on a utilisé bien évidemment pour cet hommage vos images du cartable, du fameux cartable de Fatima Beddar, puisque vous avez connu sa famille, vous avez rencontré ses sœurs, toute sa famille. On tenait à vous remercier pour tout ce travail accompli. Il ne faut pas aussi oublier les images des dessins de notre ami Kamel Bellatrache, qui travaille à la télé, qui a un peu fait des tableaux comme ça qui retracent la vie de Fatima Beddar. Je vous donne la parole, Maître Fatem Zahra Braham. Pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on aura? Alors, pour la semaine prochaine, nous allons parler du procès Papon et de l'émergence dans les arrêts du mot massacre, du procès de notre ami Jean-Luc Enaudi et des avocats qui ont attaqué l'arrêté administratif de Papon et du ministre Chevènement, qui était Premier ministre à l'époque, qui a ouvert une enquête à propos de ce sujet et l'enquête n'est toujours pas clôturée. Donc le sujet reste d'actualité sur le plan juridique à ce jour. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Maître Fatem Zahra Braham. Il y aura aussi Ali Feth Hayedi, puisqu'il sera question de votre documentaire la semaine prochaine qui va passer. Donc on vous retrouvera bien évidemment. Et puis Hassan Arabe, j'imagine que l'émission Les dossiers de la mémoire va être sur cette thématique-là du 17 octobre. Exactement. Et donc je vais recevoir un autre militant qui est toujours en vie, il a 88 ans, M. Daxi, dont le frère a participé justement à l'opération de Morpiane, et lui-même, il avait un bataillon derrière lui, c'est Aliawa Daxi, qui va revenir sur son combat au sein de la Fédération de France. Non, il n'a pas encore. Il est en train de préparer un livre et il ne l'a pas encore édité. Malheureusement, il sera arrêté, mais il va retrouver pratiquement à Fresnes l'ensemble des anciens responsables de la Fédération de France. Donc à suivre absolument. Donc vous nous donnez envie vraiment de en suivre. Deux parties, c'est en deux parties. On suivra avec beaucoup d'attention ce que vous faites. Et puis la soirée, mesdames et messieurs, continue sur Canal Algérie avec la programmation du film Élise ou la vraie vie de Michel Drac. Donc c'est un très très beau film dénonciateur qui s'appuie sur le roman de Claire Etcherelli du même titre, Élise ou la vraie vie. Et ce qui est important, c'est qu'on verra dans ce film. Il faut citer aussi Mohamed Chouir. Oui, excellent Mohamed Chouir et Marie-Josée Nat. Et juste pour l'anecdote, pour bien sûr ne pas tarder, parce que je sais que voilà, il faut respecter l'horaire à la télé. Juste pour l'anecdote, le tournage du film, pendant le tournage du film, Marie-Josée Nat et Mohamed Chouir avaient subi aussi une certaine forme de ségrégation et de racisme. Et Michel Drac aussi, malgré le tournage en plein cœur de Paris. On est dans les années 70. Et comme ça parlait justement de l'histoire de ces Algériens qui étaient marginalisés en France, qui subissaient le racisme et la ségrégation, et dans le film c'était très très difficile le tournage. On en parlera la semaine prochaine, peut-être avec un sujet concernant justement la censure aussi, parce qu'il faut en parler, parce que le documentaire de Jacques Panigel du comité Maurice Audin pour la vérité et la liberté, il a été censuré parce qu'il y avait justement les témoignages de ceux qui ont été torturés dans le commissariat La Goutte d'Or. Merci beaucoup Hassan, merci madame, merci monsieur Ali Feth Hayedi, merci au réalisateur de notre émission Farid de Bosnanji, à Hajar Bessa bien sûr de la coordination.